c'est le moment de répondre à vos questions. Les questions qui nous ont été posées sur notre compte Facebook et Instagram sur le puère. Il y avait excellentes questions, c'était très agréable à lire, donc on y va, Raphaël. On nous a demandé comment favoriser le vieillissement du puère, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le puère puisse continuer à maturer. C'est sûr qu'avec notre climat ici, qui est beaucoup plus sec, puis pas mal plus froid qu'en Chine, le puère n'aura jamais la même vitesse de maturation qu'en Asie. Ce que le puère a besoin, c'est un minimum de 20-21 degrés Celsius pour pouvoir qu'il y ait une activité microbactériologique pour pouvoir que la fermentation continue, et un bon degré d'humidité quand même. On parle au minimum de 40% d'humidité et ça peut aller jusqu'à 80% d'humidité. Généralement, on n'encourage pas de créer un environnement nécessairement chaud et humide pour le puère. C'est sûr que c'est plus risqué. On peut engendrer, par exemple, une croissance de champignons qu'on ne voudrait pas avoir dans le puère. Juste avec l'humidité qu'on a durant l'été, la variance d'humidité qu'on peut avoir aussi dans l'hiver va permettre au puère de quand même faire une maturation raisonnable. Donc, le laisser dans quelque chose qui respire, son papier original ou dans l'emballage de bambou si c'est un tong au complet ou dans une boîte de carton pour que le puère puisse respirer, pour qu'il puisse avoir un changement d'humidité avec l'air ambiant. On veut aussi toujours protéger le puère de la lumière, tandis que parce que la feuille elle est photosensible, on va perdre des saveurs s'il y a trop de lumière sur notre thé. Prochaine question, on nous a demandé si c'est nécessaire de rincer le puère. En fait, le rinçage du thé et du puère en particulier, c'est une pratique traditionnelle en Chine. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait ou on ne voudrait pas rincer un puère. Par exemple, il y en a qui vont rincer leur puère pour enlever les impuretés, les poussières. Il y en a qui vont rincer le puère même plus qu'une fois pour se débarrasser des premières saveurs qui sont plus un peu paille, foin, puis tomber plus dans des saveurs plus riches. Il y en a qui peuvent rincer le puère pour le décaféiner en partie. On sait que la caféine va se relâcher dans l'eau quand même assez rapidement. Personnellement, un petit rinçage très court, même instantané, eau bouillante, on verse tout de suite, puis après ça on commence la première infusion, peut suffire. Dans nos puères maison, par exemple, où on a un œil très proche sur la manière que le puère est produit, on ne fait même pas de rinçage pour pouvoir profiter de la caféine, pour pouvoir profiter de toutes les infusions correctement. Donc le rinçage, c'est optionnel. Vous ne perdrez pas beaucoup de saveur si vous faites un rinçage, mais ce n'est pas obligatoire. Autre question qui nous a été posée, à savoir s'il y a eu des controverses, des problématiques qui entourent le monde du puère. La réponse c'est oui, il y en a eu quand même quelques-unes. Peut-être la plus importante, c'est au niveau de la compétition des pays avoisinants. Le puère aujourd'hui, c'est vraiment une appellation d'origine contrôlée. Mais il y a 20-25 ans, il y a quelques pays voisins, notamment au Vietnam, où on a un théier qui est similaire à celui du puère, qui est le théier du Camellia sinensis cambodiensis, qui a été utilisé pour produire un thé qui est très 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 similaire au puère. Donc emballé, compressé de la même manière, emballé aussi de la même manière. Pratique qu'à un certain moment le gouvernement chinois a condamné. Et donc on a resserré un petit peu les négociations et les paramètres entourant la production de puère. Maintenant, ça se fait beaucoup moins. Les Vietnamiens appellent leur thé fermenté, justement, pas avec le nom de puère, et ils vont utiliser des étiquettes qui ne ressemblent pas nécessairement à celles qui sont utilisées en Chine. On aura aussi vu des fois, pendant les années 80 surtout, lorsque la production de puère était extrêmement forte, la demande était très très forte. Bon, certains producteurs un peu moins scrupuleux qui ont même mis un petit peu de brin de scie de théier à l'intérieur des galettes pour donner plus de volume sans de feuilles, mais en 44 ans de consommation de puère, j'ai vu ça 2 fois. Donc c'est quand même très très rare, puis ça ne se fait plus présentement, ou presque plus de falsifier le puère. Au niveau des commerçants, par contre, on a déjà vu des puères qui n'avaient pas nécessairement l'âge qui était indiqué sur l'étiquette. Ça, il faut faire un petit peu attention à ça, surtout lorsqu'on parle de puère en feuille, de s'assurer que si on est en train de débourser pour un puère de 35 ans, que c'est un puère qui a vraiment 35 ans. C'est sûr que c'est une question de goût, il faut connaître ça un petit peu, ou encore, il faut faire confiance à la personne qui est en train de vous proposer ce puère-là.
Excellente question qui nous a été posée. Si le puer était un produit qui était très accessible en Chine pour la population générale. Euh, dans tout le sud-ouest de la Chine, en fait, Yunnan et quelques provinces avoisinantes, on boit presque uniquement que du puer. Et ce qu'on va boire presque exclusivement, c'est du puer Sheng très jeune. Donc le puer qui n'a pas été pré-fermenté, le puer qui est à son état le plus simple. Donc des boissons qui sont extrêmement végétales. Ils boivent leur puer de manière très très amère, très corsée. Et c'est 95% de ce qui est consommé, ce sont des puers Sheng. Et c'est très abordable, c'est très accessible. Souvent, des productions locales vont être disponibles à des coûts assez bas pour la consommation régulière. Dans le reste de la Chine, on va voir aussi beaucoup de consommation de puers chou, des puers qui sont pré-fermentés, notamment à Hong Kong, bon, puis dans les provinces plus à l'est. On consomme le puer beaucoup en mangeant, que ce soit à la maison ou dans les restaurants. C'est pas toujours du théier sauvage. Par exemple, des importateurs comme nous, bon, on essaie de trouver des théiers plus anciens, plus sauvages pour faire nos puers. On essaie d'aller chercher vraiment le meilleur possible. Il se fait beaucoup de production de puers avec des théiers cultivés, des cueillettes des fois mécaniques ou des cueillettes qui sont un petit peu plus rapides. Donc, c'est pas nécessairement des puers qui sont aussi expressifs, aussi complexes que ce qu'on peut avoir dans des galettes à des prix qui demandent un peu plus. Mais il y a quand même beaucoup de puers qui est accessible à tout le monde. On a eu une question aussi sur la disponibilité de certains puers qu'on a dans le passé ou qu'on n'a plus maintenant. Par exemple, quelqu'un nous a demandé si on allait avoir notre mélange maison de Iron Dragon, qui aujourd'hui c'est du Golden Dragon qu'on a sur les tablettes, qui est un mélange un peu différent. En fait, lorsqu'on fait l'acquisition de l'eau de feuilles, que ce soit pour faire en galette ou encore en feuilles libres, ce sont des lots bien spécifiques d'une récolte, d'un producteur. Des fois, on fait des assemblages, des fois, on regarde la production unique. Donc, ça va changer à tous les ans, ça va changer même à toutes les saisons. On essaie de reproduire certains mélanges qui ont été et qui sont populaires pour qu'on puisse retrouver cette saveur-là parce qu'on sait qu'elle est bien aimée. Mais ça ne veut pas dire que c'est exactement toujours la même chose. Tout comme un vin de région, par exemple, on va avoir des millésimes différents, on va avoir des produits qui sont légèrement différents. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même une certaine rotation. Mais si vous avez un puer que vous avez aimé dans le passé, il y a des bonnes chances qu'on ait essayé de reproduire la même recette à chaque année. La question suivante est très intéressante. Elle est concernant la différence entre les puers qui sont faits à partir de mélanges versus les puers qui sont, entre guillemets, de cépage unique. Donc, soit fait à partir d'un jardin en particulier ou d'un producteur en particulier. C'est très similaire dans le monde du vin. Vous avez des vins qui sont faits à partir de mélanges de cépages. Vous avez des vins qui sont faits à partir de clos ou de jardins bien spécifiques, de vignobles bien spécifiques, c'est-à-dire. Dans le thé, c'est la même chose. Donc, il n'y en a pas un qui est nécessairement meilleur que l'autre. Souvent, les assemblages sont faits pour aller chercher une saveur plus large, pour aller chercher des saveurs qui sont un petit peu plus... pour répondre à un besoin spécifique. Tandis que les puers qui sont faits à partir de récoltes d'un producteur en particulier ou d'une région en particulier, bon, on va s'adresser à des consommateurs qui recherchent vraiment une saveur spécifique, que ce soit plus végétale, que ce soit plus conifère, que ce soit plus dans le champignon. Donc, c'est la grande différence. Les deux existent, mais il n'y en a pas un qui est nécessairement meilleur que l'autre en termes de saveur, ça dépend vraiment des goûts. La question suivante est concernant les teapettes, comme on les appelle en anglais, ou les petits accessoires, les petites figurines qu'on retrouve sur les bateaux à thé. On nous a demandé si c'était très répandu en Chine. La réponse est oui, c'est très répandu en Chine. Il est pas normal de rentrer dans une boutique de thé, puis sur le bateau, on va avoir 10, 12 même petites figurines, petits accessoires en argile. Donc, on va trouver beaucoup de petites figurines sur les bateaux à thé. Comme par exemple, souvent les petites figurines sont faites en argile et vont servir à vider le liquide de rinçage dessus. C'est une tradition pour ne pas tout simplement vider le liquide de rinçage directement dans le bateau. Ici, un petit cochon. Vous avez aussi... il y a vraiment de toutes sortes de formes, toutes sortes de thématiques qui sont utilisées, des figurines de personnages, des figurines même qui vont jeter de l'eau par contraction avec la chaleur.
Autre question, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une galette est particulièrement compressée? Il y a toutes sortes de niveaux de compression. Des fois, le producteur va compresser de manière mécanique. Des fois, c'est des compressions sous pierre. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que la galette devient très ferme, très difficile à ouvrir. Lorsqu'on ouvre une galette pour la première fois, on va tout de suite voir quel est le niveau de compression. La manière la plus traditionnelle d'ouvrir une galette de puer, c'est d'y aller en faisant des trous tout le tour, puis ensuite d'ouvrir la galette en deux. Ça évite de briser trop la feuille. On veut éviter de trop briser la feuille pour avoir une infusion qui soit plus facile. Parce que plus le thé est émietté, plus les saveurs vont sortir rapidement, donc ça devient plus difficile à infuser correctement. Mais dans le cas où on ne peut pas ouvrir la galette de manière horizontale, on peut tout simplement la briser en deux. Et par la suite, on va utiliser un couteau à beurre ou un ouvre-lette qu'on va insérer à l'horizontale et on va venir juste tourner un petit peu, ce qui va permettre de défaire beaucoup plus facilement notre puer. Et encore une fois, c'est vraiment pas nécessaire de l'émietter. On veut garder un morceau. Ce qu'on cherche, c'est un 6, 7, même 8 grammes de thé à la fois qu'on va pouvoir réinfuser. Il va se défaire de toute façon naturellement dès la première infusion. Question suivante. Quels sont les meilleurs matériaux, les meilleurs outils pour pouvoir infuser le puer à son mieux? De loin, c'est l'argile. La porosité des théières en argile fait en sorte que les tanins vont s'accumuler sur les parois et c'est ce qui traditionnellement va donner les saveurs les plus complexes, les plus riches pour le thé en général et le puer en particulier profite vraiment bien de l'argile. Par contre, si on veut vraiment aller chercher les saveurs de la manière la plus puriste possible d'un puer en particulier, on peut utiliser des matériaux qui sont non poreux, comme par exemple, ici on a un gaiwan en porcelaine. On peut utiliser aussi de la céramique. Ce sont des matériaux qui sont beaucoup moins poreux. Ce qu'on veut éviter, ce sont les théières en fonte. Les théières en fonte vont donner un goût qui est un peu plus métallique, minéral. Ça ne réagit pas toujours bien avec le thé, surtout pas avec le puer. Et en plus, avec la fonte, c'est la température qui va être plus difficile à gérer. Question linguistique. On nous demande c'est quoi la bonne prononciation pour puer. En fait, puer, en mandarin, ou le plus près que je peux le prononcer en mandarin, ça ressemblerait beaucoup à pu'er. Le mot puer vient de la ville de Pu'er dans le Yunnan. C'est là où traditionnellement ont été les premiers marchés de thé. Mais en pinyin, qui est la langue qu'on utilise pour écrire le mandarin le plus correctement possible, P-U''er, on le prononce quand même un petit peu en mandarin pour faire puer. La question sur quelle est la différence entre les pu'er choux et le pu'er sheng. Le pu'er chou, grosso modo, c'est le pu'er qui est pré-fermenté. Dans certains livres, vous allez lire plus fermentation artificielle. En fait, il n'y a rien de vraiment artificiel. C'est tout simplement un contrôle de l'environnement dans lequel on va provoquer une fermentation ou même voir un compostage de la feuille. C'est ça qui va faire en sorte qu'on fait un pu'er chou. C'est ce qui fait la fermentation. Le pu'er sheng, lui, sheng qui veut dire cru en mandarin, c'est tout simplement que le pu'er est fait de manière plus traditionnelle, donc un thé qu'on arrête l'oxydation, on fait la compression et c'est presque tout. Donc, prochaine question concernant l'emballage du pu'er, le papier qui est utilisé. Il existe effectivement plusieurs types de papier aujourd'hui qui sont utilisés pour emballer le pu'er. Spécifiquement pour l'emballage du pu'er, comme vous voyez, il y a beaucoup de choix de différents types de papier, plus épais, plus minces, avec de la fibre, plus opaque, plus rigide. C'est une grande variété. Comme par exemple ici, c'est deux de nos pu'ers maison, un qui est un petit peu plus épais, ici on est plus mince. Le type de papier comme tel n'a pas un très gros impact sur le vieillissement du pu'er. C'est sûr que si vous recevez un pu'er qui est emballé dans du plastique, c'est peut-être pas la meilleure chose. Il faut que le pu'er puisse respirer. Mais les différents types de papier varient aujourd'hui et ça n'a pas un très gros impact sur la maturation du pu'er comme tel. La dernière question qu'on a eue était concernant les agencements, les accords qu'on peut faire entre le pu'er et les mets. Si on regarde ce qui se fait en Asie, le pu'er est omniprésent sur la table, que ce soit à la maison ou au restaurant. On boit
constamment le thé et spécifiquement du pu'er, par exemple, dans les provinces du sud-ouest. Lors du brunch chinois, qui est le dim sum, c'est uniquement du pu'er qu'on va retrouver sur les tables. On va le boire en mangeant. C'est une grande aide au niveau digestif, au niveau des gras, au niveau de tout. Donc, les Chinois boivent énormément de pu'er pendant les repas. Le dim sum, on parle de nouilles, on parle de friture, on parle de saveurs qui sont quand même assez riches et ça accompagne très bien. On va voir aussi le pu'er, le thé en général, mais beaucoup aussi du pu'er qui va être consommé même le soir, même en accompagnement du vin. Donc au lieu d'avoir une bouteille d'eau Perrier sur la table, on va avoir une théière de pu'er très très chaud et les deux s'accompagnent très très bien. Justement, le pu'er vient contrer un petit peu l'effet de l'alcool qu'il y a dans le vin qui va un petit peu ralentir le métabolisme et le pu'er va venir réaccélérer le métabolisme donc pour faire une bonne digestion. En termes vraiment de saveur, ce qu'on remarque, c'est que grosso modo, le pu'er accompagne beaucoup mieux le salé que le sucré, accompagne beaucoup mieux l'épicé, le pimenté, que par exemple des aliments qui sont à base plus agrumes ou acides. Donc, on peut suivre aussi les mêmes règles que dans le vin. Donc, on va boire des pu'ers qui sont plus corsés avec des mets qui sont plus soutenus et aller avec quelque chose de plus doux pour accompagner des mets, par exemple, qui sont plus soit végétariens ou à base de poisson. Le thé en général et le pu'er, ici on est dans une boisson qui n'est pas aromatisée, c'est vraiment à explorer. C'est surprenant les découvertes qu'on peut faire à quel point le thé s'accompagne très très bien avec vraiment toutes sortes de choses. Merci pour vos questions. On va sûrement reprendre l'exercice si ça vous intéresse.